Oui, bah, avec grand plaisir. Et je commencerai cet exposé qui sera assez rapide, même si l'air vif de la matinée nous permettra de rester éveillé. Je ne voudrais pas être trop long. Je commencerai par remercier bien entendu le ciel et son président, Karim Bouchik, de m'avoir convié à venir évoquer devant vous d'une manière assez lapidaire, mais tout de même j'espère aussi synthétique que possible et approfondie que possible, la figure de Charles Péguy, à la fois son parcours de vie, sa courbe de vie, comme disait Louis Massignon, et son œuvre et sa pensée, puisque Charles Péguy est évidemment un grand écrivain français, un grand prosateur, un grand poète, mais c'est aussi quelqu'un qui était nourri, qui a produit une pensée singulière, qui était nourri de toute la tradition classique française en particulier, il n'aime pas trop le romantisme, mais il s'est inscrit dans les brisées du classicisme français et il s'est voulu lui-même un continuateur de cette francité, de ce que vous avez appelé l'être français, et de l'être d'une manière exemplaire. Vous avez dit d'ailleurs dans votre intervention bien des points, vous avez souligné bien des points cruciaux, cardinaux de l'itinéraire de Péguy. Je serai amené peut-être à y revenir, à en développer certains, toujours de manière très brève bien sûr, mais je crois que ce que vous avez souligné, en tout cas ce que je retiens peut-être de manière plus essentielle dans votre intervention, c'est cette notion de parti charnel qui est ô combien importante pour Péguy et également pour le ciel, bien sûr, le mouvement politique que vous animez. Il y a là une départition très importante entre ceux qui ont de la France une vision charnelle et ceux qui en ont une vision idéologique ou une vision abstraite. Et Péguy était un ennemi de l'abstraction. C'était un républicain, mais un républicain d'une fibre assez singulière, mais c'était un républicain pour qui la France ne se définissait absolument pas en termes de valeurs. Ces fameuses valeurs dont on entend parler aujourd'hui à tout bout de champ, qui servent un peu à tout et à n'importe quoi. La France, c'est une chair, il y a une organicité française, il y a des paysages français, il y a des ciels français, il y a une terre française, et ils sont absolument irréductibles à quelque forme que ce soit parmi les autres nations et parmi les autres peuples. Donc premier point, un versant biographique tout d'abord. Charles Péguy est donc né en 1873. C'est un homme issu d'un vieux lignage français du nord de l'Auvergne, de la Loire. C'est un homme qui ne reniera jamais sa race, comme il dira. C'était un mot qu'il aimait, qu'il affectionnait beaucoup, le mot de race. Il disait d'ailleurs que les Juifs nous avaient apporté la race, comme Rome nous a apporté la voûte et le temple, et comme la Grèce, Athènes, nous a apporté l'idée. Et ces trois notions-là, d'idée, de race et de temple, de voûte, Péguy les a associées tout au long de sa vie. Il ne reniera jamais sa race, disais-je, c'était une vieille race française, une vieille souche française, humble, extrêmement modeste. Il est issu de milieux paysans, vignerons, et il se caractérisera donc, enfin l'un des points qui caractériseront sa pensée, c'est sa fidélité et sa piété. On parle souvent, quand on parle de piété dans le domaine politique, on renvoie souvent, ou littéraire, ou poétique, on renvoie bien sûr à l'Énéide de Virgile et au Pius Aeneas, au pieux aîné. Eh bien, Péguy a été un homme pieux et d'une piété exemplaire. Fidèle donc à ses anciens et à sa grand-mère en particulier, Étiennette Quéré, qui était illettrée et dont il dira qu'elle lui a appris le fin langage français. Autre caractéristique de la vie de Péguy et de sa psychologie de petit garçon, c'est qu'il a été très jeune un petit garçon sérieux, un petit garçon, ça renvoie aussi à cette piété-là, mais un garçon qui prenait tout au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il prenait au pied de la lettre à la fois les leçons de son maître, de ces hussards noirs de la République d'alors, et les leçons de son curé. C'était un homme fidèle à la fois à la grammaire et au catéchisme. Il considérait que c'était la même chose au fond, d'être fidèle à la grammaire et d'être fidèle au catéchisme. Péguy, c'est un homme qui ne plaisantera jamais, c'est un homme qui est gagné par le sérieux, il n'aime pas la frivolité, il n'aime pas l'ironie, il n'aime pas le XVIIIe siècle français, il n'aime pas l'esprit des Lumières, il n'aime pas les ricaneurs. C'est un homme sérieux. Et il l'a prouvé, et tragique à certains égards, et il l'a prouvé évidemment par toute sa courbe de vie et par sa mort ô combien. C'est une caractéristique, je crois, importante de son existence. Le jeune Péguy, le Péguy adolescent, perd la foi. C'est assez classique à cette période de l'existence. Et il aime discuter avec les artisans, les ouvriers du Faubourg Bourgogne d'Orléans, dont il est issu, où il est né.
qui sont de vieux républicains, des lecteurs de Michelet, de Quinet, de Raspail, de Blanqui. Et la fibre républicaine de Péguy, donc il ne se départira jamais, à la différence évidemment de Charles Maurras, qui était républicain aussi à l'origine, ou de Mistral par exemple, ou de Barrès. Enfin, Barrès était républicain et il restait républicain, mais Péguy incarne un versant du nationalisme français, pour faire court, qui reste attaché à l'idée républicaine, qui n'a pas de lien avec l'idée monarchique. Même si Péguy avait une grande considération, évidemment, pour la tradition monarchique française. Mais il n'est pas maurassien. Il y a eu entre les deux hommes, les relations sont intéressantes à étudier, mais les deux hommes, en quelque sorte, sont manqués. Enfin, il y a un rendez-vous manqué entre Péguy et Maurras. Autre point qui est lié à son sérieux, Péguy est un bon élève. C'est un homme issu d'un milieu extrêmement modeste, je l'ai dit, mais qui sera normalien, ce qui n'est pas rien. Formé par les hussards de la République, il fait une cagne au lycée La Canale de Sceaux, et il intègre l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, qui est évidemment une école extrêmement prestigieuse. Et il est donc, il acquiert de manière exemplaire ce patrimoine humaniste classique que ses maîtres lui ont transmis, patrimoine latin, patrimoine grec. Et il l'atteint au point le plus admirable, puisque d'un point de vue académique, ce petit garçon français paysan dont la grand-mère était illettrée entre dans le temple enfin en tout cas dans l'un des temples du savoir et de la science française. Il épouse en 1897 Charlotte Baudouin. C'est important de le signaler parce que c'est grâce à elle. Elle était issue d'une famille fortunée, elle plus fortunée que lui, et c'est grâce à elle qu'il va créer les cahiers de la quinzaine, les fameux cahiers de la quinzaine, dans une librairie de la place de la Sorbonne, à l'angle de la place de la Sorbonne et de la rue Cujas, qui sera le haut lieu, cette librairie-là, et les cahiers de la quinzaine qu'il créera, le haut lieu de rencontre d'une certaine intelligence française pendant plusieurs années. Il disait d'ailleurs des cahiers de la quinzaine qu'ils étaient faits pour mécontenter au moins un tiers de ses abonnés. Et il y réussira parce qu'il était fidèle à sa ligne directrice, qui était une ligne directrice de très grande liberté. C'est-à-dire qu'au cahier de la quinzaine, il va réunir des gens, enfin, ce que Barrès appelait les diverses familles spirituelles de la France. C'est-à-dire qu'il va réunir non seulement des catholiques, mais des protestants, des francs-maçons, des juifs. Il dira, je réunis autour de moi, enfin sont présents au cahier de la quinzaine, des juifs, des francs-maçons, des protestants qui ne trichent, des catholiques qui ne trichent pas. Et il distinguait ceux qui trichent de ceux qui ne trichent pas. Voilà. Donc grande ouverture de Péguy, à la différence par exemple d'une certaine tradition maurassienne, mais grande ouverture à l'égard de ces diverses familles spirituelles de la France. Barrès d'ailleurs, qui est l'auteur de cet ouvrage-là, a été très important pour Péguy, puisqu'il l'a beaucoup aidé, y compris financièrement, pour lui faire attribuer des prix de l'Académie française. Enfin, parce que Péguy, malgré l'héritage de sa femme, vivra toujours dans une grande pauvreté. Il tirera le diable par la queue. C'est le prix à payer de son refus absolu des compromissions, des compromis. Péguy était un intransigeant, il avait un caractère extrêmement marqué. Se rencontreront également au cahier de la quinzaine des gens comme Bergson, comme Jaurès qui deviendra l'ennemi de Péguy. Ça aurait été bien en effet de rendre, on a rendu hommage à Jaurès, très bien, mais de rendre hommage aussi à Péguy. Leur dialogue et puis finalement leur divorce, leur séparation sont lourds de sens et auraient permis vraisemblablement de mettre en avant un certain nombre de points, d'idées et de thèses. Autre point, dans ce parcours biographique, évidemment, le chrétien, vous l'avez dit, Péguy retrouvera la foi dans son âge mûr, et Péguy sera l'homme également des pèlerinages et des pèlerinages de Chartres. Péguy est un fantassin, Péguy est un marcheur, Péguy est un arpenteur, Péguy est quelqu'un qui est enraciné profondément et qui parcourt le sol vraiment de ses deux jambes. Il a pour la France, qu'il connaît, enfin cette France en tout cas de l'île de France, un amour extrêmement nourri d'observation et de réalité, de réalisme empirique en quelque sorte. Toujours cet éloignement de l'abstraction et des idées et de l'idéologie. Et puis Péguy, c'est également un soldat, je fais allusion au fantassin, c'est un homme qui, physiquement d'abord, Péguy était très sportif, hein, il était assez petit, mince, il ne fumait pas, il ne buvait pas. C'est un homme qui s'est toujours entraîné à la marche. C'est un homme qui s'est toujours entraîné au combat. Il s'est engagé d'ailleurs
pendant ses études à l'école normale supérieure, il a devancé l'appel et il s'est engagé dans un régiment d'infanterie d'Orléans. Il y a toujours en lui ce souci de se battre, enfin en tout cas de défendre. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire en aparté avant d'intervenir, Péguy part à la guerre en 1914 avec beaucoup de ferveur, d'espoir et d'enthousiasme. Il part à la guerre songeant, comme la plupart d'ailleurs des Français à ce moment-là, que la guerre sera brève, qu'elle sera courte, de courte durée, et son patriotisme est extrêmement vif. Il n'a aucune arrière-pensée. Avant de partir, il va dire au revoir, pas adieu, au revoir à ses amis parisiens, mais avec le sentiment que tout sera terminé, que la France sera rapidement, et que la France sera victorieuse des Allemands. Il avait dans son esprit le souvenir de la guerre de 1870 que son père avait faite. Son père, qui est mort très jeune, non pas en 1870, mais bien sûr, pour des raisons chronologiques évidentes, mais qui est mort à 27 ans d'un cancer de l'estomac. Cette absence de la figure paternelle chez Péguy est aussi importante. Péguy est un homme acharné à sauver. Ce qu'il voudra faire, c'est sauver à la fois la France lorsqu'elle est en danger, et sauver, c'est aussi la dimension mystique de Péguy, sa dimension plus strictement religieuse ou catholique, sauver les âmes. Il y a un apôtre chez Péguy, c'est un homme d'apostolat. C'est un homme de la communion des saints, c'est un homme pour qui l'idée, mais ça risquerait de nous entraîner assez loin, mais l'idée de damnation, c'est-à-dire l'idée que l'on puisse être définitivement exclu de la cité céleste ou de la cité terrestre, lui est absolument impensable, en tout cas très difficilement envisageable. Péguy veut sauver. D'où d'ailleurs son rejet des socialistes pacifistes, du jaurésisme, de tous ceux qui considèrent qu'il ne faut pas mettre sa peau au bout de son fusil. Péguy est un réaliste, il sait très bien que si l'on est agressé, la seule réponse évidemment c'est l'attaque. Il aime beaucoup également l'armée parce que c'est un homme d'ordre, c'est un homme de discipline, c'est un homme de commandement et un homme d'obéissance. Mais c'est en cela aussi qu'il est un classique, ce classique que j'évoquais précédemment. Alors, oui, une ou deux citations simplement pour illustrer ce Péguy combattant. Il y a un temporel, dit-il, et le temporel est essentiellement militaire. Le soldat mesure la quantité de terre où une âme peut respirer. Le soldat mesure la quantité de terre où un peuple ne meurt pas. C'est le soldat qui mesure la quantité de terre où un langage, où une âme fleurisse. Le spirituel est constamment couché dans le lit de camp du temporel. C'est le soldat qui fait qu'on parle français à Paris. Voilà des citations qui me paraissent assez appropriées. Alors ensuite, là aussi, de manière plus spirituelle ou plus littéraire, un point rapide sur la pensée de Péguy. C'est une pensée qui repose sur un certain nombre de points binaires. Péguy chrétien ne distingue absolument pas, distingue le temporel du spirituel, mais ne les sépare pas de manière radicale. Ils sont distincts mais pas séparés. L'existence se conçoit par un aller-retour chez lui systématique entre le temporel et le spirituel, entre l'éternel et entre le temporel et l'éternel, le spirituel et le charnel. Ces quatre vocables qui sont au cœur de sa pensée sont indissolublement liés, et ils sont indissolublement liés, parce que c'est la croix du Christ qui les unit. Et là, cet axe vertical et cet axe horizontal, Péguy les démultiplie, en quelque sorte, dans tous les domaines de la vie, de l'esprit et de la politique. Vous avez dit, monsieur, que Péguy ne distinguait pas de période décisive dans l'histoire de France, avec raison bien sûr. C'est un républicain, mais c'est un républicain qui admet la monarchie, qui admet l'empire, bien entendu, mais c'est un républicain qui va tout de même voir un point de basculement et de pivot dans la vie politique française, qui est les années 1880, qui est ce monde moderne, qui commence à poindre, dit-il, et là il est en dehors des généalogies traditionnelles contre-révolutionnaires maurassiennes. La distinction, ce n'est pas 1789, l'avant, l'après, c'est 1880, ce monde moderne qui commence à se mettre en place, et ce monde moderne qui se met en effet à compter, qui se met à épargner, qui se met à faire de l'argent le maître étalon
toutes les relations humaines et de toute l'existence. Parmi ces distinctions péguistes aussi, donc temporelles, éternelles, charnelles, spirituelles, une qui est très importante, c'est la distinction qui est établie entre la mystique et la politique. Distinction qui est absolument inintelligible pour Maurras, c'est un des points de désaccord entre les deux hommes. Maurras ne comprend absolument pas à quoi rime cette distinction entre mystique et politique. Péguy l'expose de manière très, très belle dans un livre, un maître livre qui est Notre jeunesse. À mon sens, si parmi vous certains souhaitent découvrir Péguy, il faut lire Notre jeunesse d'abord. La mystique, dit-il, c'est quand on meurt pour la République ou la royauté, peu importe, et la politique, c'est quand on commence par en vivre, enfin, à vouloir en vivre. Autre point, et puis je vais sans doute m'arrêter là, Péguy s'opposera au déracinement du peuple français, au déracinement de sa grand-mère. Il pense toujours à Étinette Quéré. Il a en tête cette femme qui lui a appris le vieux langage français. Il s'opposera à la déchristianisation méthodique de la France. C'est là aussi un point de non-retour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la République se met en place et où elle va opposer une métaphysique à une autre, Péguy ne marche plus, c'est le cas de le dire. Il considère que l'État n'a pas à se mêler de métaphysique. Et il récusera la métaphysique d'État laïque, obligatoire, telle qu'elle a été promue et défendue, évidemment, au premier chef contre l'Église catholique. Et c'est une des raisons qui font d'ailleurs que son opposition à la République telle qu'elle va se mettre en place et telle qu'elle s'installe sera elle aussi radicale. Voilà donc de manière très rapide quelques mots que je souhaitais vous dire sur Péguy. Son itinéraire, sa vie se résume, je crois, en une figure qui est la figure de Jeanne d'Arc. Il aurait été dommage de ne pas la citer aujourd'hui, mais je crois que Jeanne d'Arc a été pour Péguy, il a écrit à plusieurs reprises sur Jeanne d'Arc, mais qu'elle a incarné pour lui ce qu'il y a de plus français. Parce que Jeanne d'Arc était une paysanne, parce que Jeanne d'Arc était évidemment une paysanne française, parce qu'elle était évidemment une sainte, et puis aussi parce qu'elle était une guerrière, une combattante. Et bien je crois que Péguy, à sa manière, a illustré, de façon très singulière bien sûr, mais a illustré un itinéraire français spirituel, mystique, poétique, politique, aussi intense, aussi douloureux, aussi radical que Jeanne d'Arc. Et la leçon qui nous a, parmi en tout cas les leçons nombreuses qu'il nous a léguées et qu'il nous a données, il y a je crois cette nécessité de se battre, de lutter, de défendre, de combattre et de maintenir ce qui peut être maintenu. Et comme tel, je crois qu'il n'a pas, c'est le moins que l'on puisse dire, qu'il n'a pas démérité de la race à laquelle il a appartenu, de la race au sens de cette lignée historique, de cette filiation française historique, et que comme tel, bien entendu, sa mémoire et son exemple restent vivants. Je suis persuadé que le ciel, le mouvement politique que vous animez, compte Charles Péguy parmi ses maîtres de pensée et ses maîtres de vie. C'est pourquoi l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui a beaucoup de poids, me semble-t-il. Voilà, je vous remercie. Bravo.